Merci à tous d'être présents ce soir pour l'ouverture de la 3e année de la saison littéraire. On était craintifs, mais on est ravis que vous soyez aussi nombreux. Je passe la parole à Valérie. Oui. Bonsoir à tous. Très heureuse d'être là ce soir, d'introduire cette première de la 3e saison littéraire. Nouvellement élue donc à la culture de Rueil, je félicite les équipes qui ont réussi à ancrer dans le paysage local cette saison littéraire. C'est venu d'écrivains à Rueil. On est très heureux d'accueillir ce soir Grégoire de la Cour et son nouveau livre « Un jour viendra, couleur d'orange ». Voilà, j'imagine beaucoup de gens ont dû lire son premier grand succès, La liste de mes envies. On est heureux de découvrir son nouveau livre. Merci à vous. Merci d'être venus jusqu'à nous ce soir, dans les conditions qui sont celles de cette crise sanitaire. Mais voilà, ça ne vous a pas arrêté. Bravo. Comme nous en avons l'habitude, Pascal Oana va commencer par une petite lecture de ce nouveau texte. Le ciel s'était obscurci d'un coup et la nature même des bruits de la forêt s'était modifiée. Le vent faisait papillonner les feuilles des arbres dont le bruissement se confondait avec les envolées des oiseaux. Du bois mort craquait sous les pattes des animaux qui regagnaient leur tanière ou leur bosquet. Les écureuils et les martres avaient disparu et les insectes cessaient de voler. Ainsi qu'un esprit, le vent hantait maintenant toute la forêt, se cognait au tronc, ricochait, tel un grand orgue dont les tuyaux d'écorce renvoyaient des plaintes musicales. Les feuillages murmuraient une élégie, le chant d'une mère. Et puis soudain le bruit du tonnerre, comme une explosion, la colère de la Pachamama. Une guerre, un jeu de pierre d'ici. Djamila et Geoffroy avaient cherché à rejoindre en zigzagant l'orée du bois sous la protection des arbres les plus petits, car la foudre, expliquait Geoffroy, choisit toujours le chemin le plus court. Un arbre isolé au milieu d'un champ, par exemple, ou les cimes les plus hautes d'une forêt. Mais il fallait faire vite, car les phénomènes de rebond pouvaient toucher les aunes, les frênes et les érables alentours, peu importe alors leur taille, et créer un arc électrique d'un houppier à un autre. On avait vu des chênes lièges centenaires qui avaient survécu aux incendies à la convoitise des hommes être arrachés par une rafale de vent un jour d'orage. « Cours !» Mais ça ne sert à rien, Djamila. Un éclair se déplace à presque 300 000 km par seconde, c'est-à-dire 900 000 fois plus rapidement que le son, 71 428 000 fois plus vite que nous. Arrête de parler, Geoffroy, et cours, cours! Attrape ma main. La pluie s'était mise à tomber, drue, poussiéreuse, lourde. Elle faisait scintiller les feuilles mortes, les rendait glissantes, dangereuses. Cours! De la fumée claire s'élevait du sol. Une odeur de champignons imprégnait l'air, une exhalation de moisis et de cadavres. Ils étaient trempés. Ils grelottaient, les fougères fouettaient leurs jambes. Les épines de mûrier des haies entaillaient leur peau. Leur sang tiède coulait, se diluait avec la pluie et leur dessinait des bottes rouges. Les deux enfants perdus trottaient. 2 faons prisonniers dans des grillages de bois. Le son du tonnerre grondait juste au-dessus d'eux. La foudre venait d'embraser un arbre, une allumette qu'on craque, le phosphore qui éblouit, puis s'éteint aussitôt. Soudain, à quelques mètres de là, immense, cendrée, luisante, une roche assemblée roulait dans leur direction. La roche a crié. « Par ici !» La roche s'est fendue, ouverte,
timing, incroyable. Bonjour, bonsoir. Mais il n'y a pas de problème. On a écouté un extrait. Mais c'est pas du tout mon livre, parce que vous avez lu des trucs. Pardon. Qui a choisi l'extrait d'ailleurs? C'est vous? Vous me direz pourquoi après. Bonsoir Grégoire Delacour et bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue et pardon pour mon retard lié à un petit incident, petit imprévu sur la route. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup à la médiathèque également de nous accueillir. Et donc, nous allons évoquer, Grégoire Delacour, votre nouveau roman. Un jour viendra, couleur d'orange. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous présenter ou si on est rentré directement dans le texte. On vous attendait. C'est très gentil. Merci. Voilà. Donc, je vais me charger de commencer par les présentations, même si on ne vous présente plus maintenant Grégoire Delacour, puisque vos romans, vos 9 romans, ont tous été des best-sellers. Et on comprend très bien pourquoi. En tout cas, moi, je comprends très bien pourquoi quand je vous lis, puisque je pense que vous avez la faculté de parler à la fois de choses universelles, qui nous concernent tous et toutes, et en même temps d'aller toucher la corde sensible, la corde de l'intime, à travers les portraits que vous faites de vos personnages, des sentiments qui les traversent et des situations auxquelles ils vont faire face. Alors, on vous connaît pour L'écrivain de la famille, qui était votre premier livre, La liste de mes envies. La première chose qu'on regarde, On ne voyait que le bonheur, Les 4 saisons de l'été, Danser au bord de l'abîme, La femme qui ne vieillissait pas, Mon père, et puis ce nouveau roman chez Grasset, Un jour viendra, couleur d'orange. Comme beaucoup de vos romans, même comme tous, ce dernier livre s'intéresse notamment au thème de la famille, à travers une famille qui va pas très bien. C'est la famille de Pierre, de Louise et de leur fils Geoffroy qui a 13 ans et qui est, alors même si vous l'écrivez pas, c'est pas vraiment dit dans le texte, mais qui est autiste Asperger, c'est-à-dire il a une forme d'autisme dont nous allons discuter. Et puis c'est un livre qui nous glisse dans l'histoire d'une très grande famille, qui est la famille des Français. Et une famille qui va pas très bien non plus. Vous l'écrivez, à un moment donné, l'un des personnages dit « Nous sommes un peuple, mais 65 millions de peuples ». C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une France dans laquelle chaque personne, finalement, a complètement perdu le sens de ce que c'est que vivre ensemble. Le livre commence en novembre 2018, au moment où se met en branle ce fameux mouvement des Gilets jaunes, qui est au cœur du livre. Et il va s'achever au moment où ce mouvement va commencer à s'essouffler. Et pendant ce laps de temps, cette famille... Surtout, il s'achève avec l'incendie de Notre-Dame. Avec l'incendie de Notre-Dame, voilà. Un autre symbole important. Qui est un autre symbole. Et le livre est jalonné de symboles, puisqu'il commence avec le début, des Gilets jaunes, mais il nous ramène au moment où se rencontrent Pierre et Louise, qui est le moment qui est avril 2002, le moment où Le Pen passe au premier tour face avec Jospin. Et c'est le moment où ce couple-là fait connaissance, où ils décident de faire leur vie ensemble. Ils vont ensuite avoir cet enfant et on va parler de tout ce qui va leur arriver. Et on a vraiment l'impression que vous avez été liés, l'intime et le collectif, dans ce roman particulièrement. Avant de parler de ce roman, j'aimerais savoir, pour parler d'abord d'une question très générale, quel a été, parce que vous venez du milieu de la pub, ça je l'ai pas dit quand je vous ai présenté, quel a été le déclic qui vous a décidé à devenir auteur, à devenir écrivain, Grégoire Delacour? Et j'ai l'impression que les thématiques qui vous travaillent parlent de livre en livre. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit, je veux passer dans la fiction pour écrire ces choses sur le monde que j'observe autour de moi? Oui, enfin c'est très très long comment je suis arrivé à écrire par rapport à la pub. Donc, je ne vais pas vous ennuyer trop avec ça, mais ça vient d'une très grande violence en 2004 quand j'ai été viré en 3 minutes.
C'est-à-dire, j'avais un poste important, j'avais une trentaine de créatifs avec lesquels je travaillais, que je dirigeais, des clients, etc., dans une grosse agence. J'ai été viré sans savoir pourquoi, et ça a été très violent. Je l'ai ressenti, j'en cauchemarde encore. C'est d'une injustice terrible. Vous vous retrouvez avec rien. Enfin, c'était dans mon cas. Si j'étais pas content, on me disait, bah, t'as qu'à faire un procès, tu vas au prud'homme. Et en 4 minutes, votre vie s'effondre. Vous vous retrouvez sur le trottoir. Vous avez rendu les clés de la bagnole, le téléphone, l'ordinateur. Vous n'osez pas appeler chez vous pour dire à votre femme et vos enfants que vous n'avez plus de boulot, que va commencer un long chemin de je sais pas quoi, de douleur, de rédemption, j'en sais rien, de combat en tout cas. Et cette nuit-là, j'ai décidé de ne pas me laisser avoir, et j'ai décidé que plus jamais personne déciderait à ma place. Et j'avais donc 44 ans, et j'ai, oui, oh là là, il y a longtemps, et j'ai donc créé le lendemain une agence de pub. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas du tout un entrepreneur, je ne sais pas ce que c'est un bilan, j'en sais rien, mais j'ai dit, je ne veux plus que personne foute ma vie en l'air, je vais créer mon agence de pub, qui s'est appelée Quelle belle journée, en souvenir évidemment de la journée de la veille, pour jamais oublier cette violence, et garder finalement quelque chose de positif. Et donc j'ai créé l'agence idéale, que des femmes, dont la mienne, beaucoup mieux payées que les hommes, donc j'étais déjà très en avant sur mon temps, et puis j'avais dit très tôt, à 16h on ferme. Parce que la vie, elle ne s'apprend pas devant un ordinateur. Les idées, elles ne se trouvent pas en restant des heures dans un bureau. Elles se trouvent dans la vie. Allez au cinéma, prenez un amant, allez chercher vos enfants, rentrez chez vous, vivez. Et donc moi-même, je me suis retrouvé à 4 heures de l'après-midi chez moi, hors du travail. Et là, j'ai commencé à me dire, wow, les années passent, etc. Qu'est-ce que j'aimerais réaliser de ma vie? Qu'est-ce que j'aimerais ne pas avoir raté? Et en fait, je me suis dit, mais je voudrais écrire. Parce que moi, ça faisait 30 ans que j'écrivais pour la réclame. Et je me suis dit, j'aimerais écrire pour moi, j'aimerais écrire pour dire merci Olive de m'avoir sauvé la vie. Et je me suis mis très tranquillement à écrire l'écrivain de la famille. Et ce qu'il y a de merveilleux dans un premier roman, c'est qu'on ne sait pas qu'on écrit un livre. On écrit. On écrit. On ne sait pas s'il sera un livre un jour. On ne sait pas quand il sera terminé. On ne sait pas ce que c'est un roman. On écrit. On avance. Et j'ai avancé comme ça pendant 2 ans, et puis après, l'histoire a commencé. Donc le déclic, ça a été comme ça une grande violence, mais il m'a fallu quelques années pour oser écrire. Et c'est vrai que tout quitter ou tout perdre, c'est un motif qui revient dans plusieurs de vos livres. Je suis pas étonnée de ce que vous me dites. Et évidemment, on va en parler. C'est un motif qui revient dans Un jour viendra, couleur d'orange. Et également cette violence sociale. Alors la violence sociale, c'est la violence d'une France qui ne se préoccupe plus ou ne se préoccupe pas de ces classes défavorisées ou de ces classes moyennes qui ne sont plus capables, qui étouffent. Et on le voit, le personnage de Pierre, le matin, il se lève, il se fait un café dans une cafetière rafistolée qu'il a eue chez Auchan, où il est gardien il est vigile, et il a récupéré un modèle d'exposition et il se fait tous les matins son café là-dedans. Et ça, symboliquement, c'est quelque chose de fort. Il y a plein de symboles comme ça qui jalonnent le roman. Et lui, il y a une colère qui monte en lui, et avec ses copains et avec sa maîtresse Julie, il décide d'aller bloquer un rond-point et de commencer, de faire partie de cette colère qui gronde. Et ils ont des espoirs complètement fous de justice sociale et de rétablissement d'une forme d'équité dans la société. Malheureusement, on va le voir, ce sera plus ou moins douché, mais enfin, ils vont quand même apprendre des choses. Qu'est-ce qui vous a, à quel moment, là je vais aussi vous parler de déclic, en voyant le mouvement des Gilets jaunes prendre forme en France, vous vous êtes dit, je vais écrire sur ça? Pas du tout. Pas du tout. Non, je voulais pas du tout. Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes dit... je voulais pas du tout écrire sur les Gilets jaunes, parce que je pense que ça gaffe tout le monde, c'est emmerder la vie de tout le monde tous les week-ends. Non mais c'est vrai, c'est un truc, ça va. Je veux dire, c'est comme si je rentre chez moi, je vais dire tiens, je vais écrire sur le virus, je vais emmerder tout le monde. Non, c'est pas ça. Moi, je veux bien que vous fassiez un roman sur le coronavirus. Non, si c'est vous et que c'est comme ce livre, c'est gentil, moi je lis. Non, en fait, c'est arrivé après. Moi, je voulais raconter une histoire d'amour adolescente au départ. Ce que j'ai fait d'ailleurs. Je voulais renouer avec cette littérature de l'enfance, de ce moment de la vie où tout est possible, où on n'est plus tout à fait un enfant et surtout pas encore un adulte, et où on est différent. Il y a cette zone comme ça absolument romanesque où tout est possible. Il y a les grands mythes, il y a Paul et Virginie, tout ça. Et je voulais raconter une histoire d'ado, une histoire d'amour pur dans un monde qui ne l'est plus. Alors j'ai dessiné mes personnages, je voulais que le gamin ait 13 ans, il a une particularité, on y reviendra sans doute, la jeune fille aussi, elle a une particularité, elle s'appelle Jamila, donc ça dit déjà beaucoup de choses, elle a 15 ans, donc ça c'est parce que je suis idiot et que c'est à la mode d'avoir un
un mec plus jeune, quoi. Et non, c'est vrai, c'est mes petits clins d'œil d'auteur qu'on se fait à soi-même, vous voyez. Non, mais c'est amusant, 13-15 ans, c'est très, même presque choquant qu'il y ait un couple avec une dimension sexuelle aussi. Il y a une dimension sexuelle, et puis surtout, entre 13 et 15 ans, il y a un monde, irréconciliable. Mais lui est différent, donc il est très en avance sur plein de choses. Et donc, pour m'être enseigné beaucoup sur ce syndrome d'autisme Asperger, c'est vrai que les enfants qui sont atteints de cela ont tendance à ranger le monde, à classer le monde selon différents éléments. Ça peut être par le son, ça peut être par les odeurs, ça peut être par les couleurs. Et je me suis dit, tiens, il va ranger, mon petit Geoffroy, le monde par couleur. Donc chaque émotion, parce qu'émotion, il ne sait pas ce que c'est, mais chaque ressenti du monde sera associé à une couleur qui va aller du noir, évidemment, au jaune. Et quand j'ai commencé à fabriquer dans ma tête ce personnage, quand on fabrique un enfant de 13 ans, on lui fabrique des parents. Quand je traite, par exemple, dans Danser au bord de l'abîme, une femme de 40 ans, les parents sont moins essentiels au personnage, puisqu'on peut considérer qu'il est déjà assez abouti à lui-même. Et donc, me suis dit, tiens, qu'est-ce qui fait son papa? C'est pour moi très important, les métiers des gens dans les livres. Je trouve qu'un métier définit énormément quelqu'un. On me dit toujours, d'ailleurs, vous écrivez sur les petites gens depuis la liste de mes envies. Parce que je parlais d'une mercière, ça me fait marrer, parce que je ne sais pas ce que c'est les grandes gens. Coluche disait que la bonne taille, c'est quand les pieds touchent par terre. Je crois qu'il a raison. Non, mais c'est un peu agaçant de dire, voilà, vous parlez des gens comme vous, enfin, surtout pas comme ceux qui posent la question, quoi. Bref. Et donc, au moment où j'étais chez moi, je commençais à penser livre, il y avait tous les week-ends les gilets jaunes qui passaient. Parce que j'habite entre la gare de Saint-Lazare et la gare du Nord. Vous voyez, un peu le trafic le samedi. Et donc, je me suis dit, mais c'est ça. Ce papa qui est en colère contre lui-même, qui est en colère contre son fils, qui n'est pas comme les autres, qui est en colère dans son couple, qui est un type en colère, il va se greffer sur un mouvement de gilets jaunes, parce que ces mouvements permettent d'aller greffer sa colère. C'est comme le football, vous avez des types formidables qui sont très gentils avec leurs voisins, leurs enfants, leurs femmes, mais mettez-les dans un stade de foot avec 2-3 types, ça devient des fauves le temps du match, et après ils redeviennent bien. Et je trouve que la colère sociale, lui, allait pouvoir permettre de crier la sienne. Et au fond, ce que je trouvais d'assez épatant dans mon affaire, c'est que l'amour, c'est une immense espérance. C'est-à-dire que tout d'un coup, on croit à quelque chose qui va être meilleur, on se flanque de quelqu'un, on s'associe à quelqu'un dans l'espoir que ce qui nous arrive soit encore meilleur. Donc c'est une espérance, l'amour. Et la colère, c'est aussi une espérance. C'est-à-dire qu'on veut que ça change, on veut que nos souffrances cessent. Et je trouvais intéressant de croiser comme ça la colère des adultes, la colère d'un pays et l'espérance d'un couple extrêmement pur et innocent dans un monde qui l'est pas. Ce qui est donc, très au fond, intéressant. c'est parti de ça. Donc, vraiment, pour faire le tour pour la réponse à votre question, les Gilets jaunes sont arrivés après, comme un décor, comme une expérience. Comme une incarnation aussi, voilà, de cette colère-là. Ce qui est intéressant dans vos personnages de père et de fils, donc ce père, comme vous le disiez, qui est désemparé face à la maladie, enfin au handicap de son fils et qui depuis la naissance, en fait, il a été père, il s'est senti père pendant la grossesse de sa femme, la période où il apprenait des comptines, où il peignait la chambre, où il préparait tout, il était aux petits soins pour sa femme. Et puis cet enfant, ce petit bébé qui tout petit manifeste des signes d'autisme et donc ne se laisse pas toucher, ne se laisse pas embrasser. Les parents disent on connaît même pas son odeur. Le père dit ça. Il parle pas. Il parle pas. Et c'est seulement à l'âge de 8 ans qu'il va pour la première fois pleurer en emmenant un chien chez le vétérinaire pour. Vrai, ça. Oui, ça m'a brisé le cœur ce moment vraiment. Et ce père, je trouve qu'il y a quelque chose qui rapproche le fils et le père, c'est que l'enfant ne se laisse pas toucher, il a beaucoup de difficultés à ce qu'on le touche, et le père ne se laisse pas toucher non plus au niveau de ses émotions. C'est-à-dire que quand il bloque les gens sur des ronds-points, il y a des scènes très marquantes où un homme arrive en disant « Laissez-moi passer, ma femme vient de mourir, je vais chercher ma fille à la gare », et lui refuse. Il est bloqué en lui-même. Et c'est comme si, finalement, ce fils et ce père qui sont en train de s'éloigner comme deux morceaux de glace sur la banquise, en fait, sont finalement assez semblables. Tous les deux ont quelque chose qui les coupe du reste du monde. Je n'avais pas vu comme ça, mais c'est très juste. Donc bravo. Pour revenir à l'histoire de ce bonhomme qui se fait arrêter alors qu'il va
voir sa femme, c'est ça, qui est en train de mourir. Ça m'est arrivé. J'allais chercher ma fille à la gare à Saint-Laurent-du-Var, et parce que sa maman, enfin la maman de mes enfants, était en train de mourir, et le rond-point était là, ils m'ont pas laissé passer. Ça, j'ai trouvé un peu C'est amer. terrible. Mais en même temps, je les comprends, mais en même temps, c'est des moments terribles dans une vie, quoi. Bon, alors, j'ai pas de colère par rapport à ça, mais c'est nourri de choses comme ça, tellement humaines au fond. On pense tous qu'on a un chagrin plus grand que celui du voisin. Et Pierre, sa colère va se fendre et va s'ouvrir quand il va se rendre compte qu'il y en a d'autres, qu'il n'est pas seul avec sa colère. Et c'est quand on laisse le chagrin des autres entrer en nous, quand on ne regarde pas que notre colère et qu'on ne légitime pas notre vision du monde uniquement par nous-mêmes, qu'on laisse un peu de place aux autres, qu'on commence à s'adoucir et à comprendre des choses. Et c'est ça qu'il va découvrir, Pierre. Et au fond, s'il va être un peu le tourmenteur de son fils va aussi le sauver d'une certaine manière, je pense. Ouais. Et puis il y a ce personnage de mère qui est très beau. Et Louise, elle a choisi un métier qui est celui de travailler à l'hôpital. Elle est infirmière et elle accompagne au début les nouveau-nés en néonatologie. Et elle accomplit un peu ce miracle de ramener un enfant vers la vie ou en général de les ramener vers la vie. Parfois aussi, malheureusement, elle doit assister à des choses très difficiles. Et puis surtout, elle a parce qu'elle peut pas toucher son propre enfant à la maison. Elle a c'est besoin. Très compliqué. Elle demande d'être dans ce service pour pouvoir toucher et sentir le mytosile. Enfin, moi, je suis génération mytosile, alors ça parlera à certains. Ou de talc, voilà, de sentir la chair, la chaleur, la pulsation, la fontanelle d'un enfant, puisqu'elle ne peut pas le voir avec le sien. Donc, elle fait son plein de mer avec les enfants des autres. Et elle a comme ça un rapport charnel au monde, puisqu'elle en est privée avec son propre enfant. Et ça fait d'elle, elle dit, une mère complète, malgré tout. Elle aime son enfant formidablement, mais il lui manquait ça. Donc, elle fait ça. Et quand son enfant grandit, quand il a moins besoin d'une maman au quotidien, puisqu'il devient un petit gamin, puis un jeune adolescent, elle va demander à aller dans un autre service. Est-ce qu'on peut parler un peu du service dans lequel elle décide d'aller ? Elle va en soins palliatifs. Ouais. Il y a quelque chose chez cette femme qui est extrêmement touchant dans la façon qu'elle a de comprendre les besoins, même les besoins non dits ou les besoins impossibles à exprimer de personnes qui sont dans des situations dans lesquelles on a beaucoup de mal à se projeter puisqu'on n'est ni autiste, ni un nouveau-né, ni une personne qui est en train de comprendre que là, elle vit ses dernières heures ou ses derniers jours. Et elle a cette faculté. Au moins l'un des deux. Oui, on a été l'un des deux et on sera l'un des deux. Mais qu'est-ce qui lui donne cette finesse si particulière à Louise ? Louise, moi je l'ai rencontrée d'une certaine manière puisque j'ai eu à accompagner notamment mon père en soins palliatifs. Je ne connaissais pas du tout ces services. On en est terrifié à l'idée. Oh, quelle horreur. Enfin, à un moment, c'est comme ça. Je veux dire, c'est pas l'endroit le pire du monde pour mourir, hein, croyez-moi. Et surtout, j'ai rencontré des gens absolument extraordinaires qui sont tous personnels soignants, qui sont des gens pour moi qui sont un petit peu les saints d'aujourd'hui puisqu'ils incarnent l'amour absolu, c'est-à-dire l'amour, on aime et on attend malgré tout quelque chose en retour. C'est Sartre qui disait aimer, c'est avant tout vouloir être aimé. Et là, c'est des gens qui aiment simplement l'autre, qui n'attendent rien puisque l'autre n'est pas amené à durer. Or, l'amour, on croit que c'est fait pour durer, et qui s'arrangent pour enlever la peur de ceux qui partent, pour les faire sourire, pour qu'ils partent paisiblement. Et je trouve, j'ai pas lu beaucoup d'infirmiers en soins palliatifs dans les romans, et j'avais vraiment envie de rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui font un métier extraordinaire, qui rendent des gens heureux alors qu'ils auraient tout pour ne plus l'être puisqu'ils s'en vont. Et à un moment, elle l'explique parce qu'une de ses amies lui demande, il lui arrive une histoire formidable. Et elle lui dit, mais tu sais, l'amour, t'aimes des gens, mais qui ne durent pas. Elle dit, mais tu sais, on nous a fait croire que la plus belle rime d'amour, c'est toujours. Et c'est une connerie, dit-elle. La plus belle rime d'amour, c'est chaque jour. Qu'on en ait un, qu'on en ait deux, qu'on en ait 10 000, c'est pas le problème. C'est chaque jour. Donc déjà, essayons d'aimer un jour, puis un jour, puis un jour. Et c'est ce qu'elle fait. Et souvent, quand on dit on aime, ça dure toujours, on s'aperçoit que ce qu'on aime, on les fait passer en dernier, puisqu'on a le temps. Mais on n'a pas le temps. Objectivement, on n'a pas le temps. La seule certitude, c'est le présent. Le présent, je ne parle pas de l'instant, hein. Le présent, c'est une vie. Mais c'est un état d'esprit. C'est aimer désespérément chaque jour les gens qu'on aime. Et Louise, elle vit comme ça. Et donc, comme elle ne peut pas vivre cette passion intègre, presque déraisonnable, déraisonnée avec son mari, qui a des problèmes, elle le vit avec d'autres.
avec des gens qui partent. Et elle donne tout son amour à son fils et à ces gens qui partent. Et ça en fait une femme, pour moi, extraordinaire, qui pour moi est la femme parfaite, l'amante parfaite, la mère parfaite. Toutes les femmes qui me manquent sont dans Louise. On sent que vous avez vraiment concentré quelque chose de très fort dans ce personnage, qui en fait un personnage très réussi. Et effectivement, c'est vrai qu'on a envie d'être comme elle. Mais on peut, ça tient qu'à nous. On se le dit en tout cas. Ah ouais, on se dit c'est vrai que tout est question de choix et de décision. À un moment, on pose un geste, on pose une phrase, on pose quelque chose et qui nous permet soit d'aller vers l'autre, soit de se couper de l'autre. Et ça, vous le montrez très bien dans le roman. Il y a aussi le personnage de Jamila, vous en avez parlé en introduction, qui est cette amoureuse de Geoffrey, qui est elle-même une jeune femme qui a perdu sa mère, donc il y a un manque dans sa vie, et elle va se rapprocher de lui, alors avec la même tendresse instinctive que Louise pour l'autre, c'est-à-dire qu'elle comprend qu'il faut aller à son rythme, et surtout elle comprend qu'il faut savoir entendre ce qu'il dit, ne pas juger ce qu'il dit, et elle entend les merveilles que lui dit ce jeune garçon, qui lui dit « Je t'aime parce que tes cheveux ont des reflets bleus, parce que ton odeur est celle de l'herbe coupée ». Et il mélange ça à des connaissances scientifiques qui sont chez lui absolument incroyables, c'est-à-dire il lui explique l'odeur de l'herbe coupée, c'est l'odeur d'une herbe qui prévient les insectes qu'elle va se faire dévorer et qui leur demande de la défendre. Et lui dit « Je suis ton insecte qui est là pour te protéger ». Et c'est extrêmement touchant. C'est vrai, hein, tout ça. Oui, ouais, tout est vrai. J'ai été voir. Ouais, Geoffroy, il a une vision. Il m'intéresse parce qu'il a une vision très mathématique, très adulte du monde où il n'y a pas d'émotion. C'est très froid, c'est très intelligent, c'est très scientifique. Il a besoin des chiffres, il a besoin de certitudes. Il connaît exactement le nombre de pas qu'il doit faire pour aller de l'école à chez lui, etc. Et s'il y a quelque chose qui se met en travers et qui dérègle sa mathématique, il peut taper sa tête dans les murs. C'est des enfants qui ont comme ça un univers très, très particulier, très brillant, mais qui ne voient les choses que par morceaux. D'ailleurs, j'évoque ça comme un puzzle où il ne voit jamais l'image finale, il voit que les bouts, à tel point qu'effectivement, quand il comprend qu'il se passe quelque chose avec Jamila, mais il ne peut pas le nommer. Aimer, il ne sait pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, il ne lui dit pas « je t'aime », c'est moi qui traduis. C'est elle qui traduit. Est-ce que tu m'aimes ? Il ne sait pas. Et ils sont bien ensemble, mais pourquoi tu m'aimes ? Et il dit « j'aime », il la morcelle. J'aime tes chaussures, j'aime tes yeux, j'aime tes cheveux, j'aime ça. Et elle est profondément heureuse parce qu'on ne l'a jamais vue comme ça. On n'a jamais vu en entier, finalement. Elle, quand elle marche dans la rue, on la siffle. C'est une belle nuit qui passe. Comme disait Marivaux, c'est un morceau de viande. C'est une fille de 15 ans que les mecs affamés veulent bouffer dans les cages des escaliers des immeubles où ils habitent. Donc c'est d'une violence inouïe, le monde, pour ces gamines-là. Et tout d'un coup, elle trouve quelqu'un pur qui la regarde comme elle est vraiment, sans la juger, avec ses différences. Et lui la laisse le toucher. C'est compliqué le français. Lui la laisse le toucher parce qu'il n'a pas peur d'elle, parce qu'elle lui veut rien. Alors qu'à l'école, ils sont tous méchants avec lui, il est différent. On ne supporte pas la différence. D'ailleurs, on se pose la question à un moment dans le livre, pourquoi on ne supporte pas les gens qui sont différents de nous ? Parce qu'on a peur qu'ils soient mieux que nous. Ça fait peur, ça. Ça fait peur. On ne sait pas. Et lui est différent, elle est différente, et ils se créent leur refuge, ils sont tous les deux, on les bagarre parce qu'elle est belle et que lui c'est un peu le mongol de l'école, et les gamins ne supportent pas que la jolie soit avec ce petit gamin, voilà, que personne ne comprend. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau dans leur différence qui s'associe pour créer quelque chose de très beau, et pour eux et pour le monde. Moi je crois que la différence c'est une chance, c'est une manière de s'enrichir de l'autre, c'est une manière d'être reçu aussi par l'autre. Si on accepte la différence, on sera nous-mêmes différents à l'autre. Et c'est ça leur histoire. Et c'est une véritable histoire d'amour, comme une histoire d'adulte, mais sans arrière-pensée chez eux. Il y a cette pureté d'enfant, cette envie de quelque chose de très pur. Et Jamila, elle est une gamine de 15 ans, et je voulais m'intéresser. J'ai 3 filles, entre autres. J'aime bien entre autres, parce qu'il y a d'autres types d'enfants. Non, j'ai un garçon en plus. Et j'ai 3 filles, et je ne vous cache pas que quand elles avaient 12, 13, 14 ans, j'ai eu peur.
On a toujours peur parce que le monde est affamé. Et je pense beaucoup à ces gamines qui souffrent, qui sont embrigadées dans une morale, dans une religion, dans une, peu importe, dans quelque chose. Et elle se revendique une jeune fille française, libre. Elle dit, je suis française, je viens du ventre de ma mère, j'aime ma vie. Mais le problème, c'est qu'elle a une couleur de peau qui fait que même si elle est française depuis 3 générations, elle sera toujours ou la beurette ou la petite arabe, et c'est très dur. Et elle est jolie, elle a 15 ans, c'est pas pour rien. Elle est bon, jolie, c'est vrai que c'est agréable dans les romans d'écrire, on peut faire facilement quelqu'un de joli. Et elle est très vite harcelée par les garçons au lycée, sur le chemin, par les hommes de la cité, etc. Et elle trouve en Geoffroy un type qui prend le temps. Et dans un monde, on n'a plus le temps, c'est-à-dire qu'on veut consommer. On a une gamine, on veut la prendre, on veut la baiser tout de suite. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Et lui, il ne veut pas tout ça. Il prend son temps. Et elle a 15 ans, elle veut juste le temps. Et on est dans un monde, on n'a plus le temps, on veut tout de suite, on fait une manif, on casse tout pour avoir tout de suite. On a perdu cette notion du temps, c'est-à-dire ce qui, au fond, et fondamentalement, c'est le désir. Au fond, je crois qu'on ne désire plus. C'est vrai qu'en étant à l'abri de cette concupiscence que vous décrivez en quelques scènes, mais que vous décrivez très bien, très violente, hein, ils découvrent une autre... Effectivement, ils redécouvrent ou ils découvrent le désir d'une manière complètement préservée. Et j'ai trouvé que ça, c'était vraiment quelque chose de très beau et de très nécessaire dans un monde actuel qui semble aller de plus en plus loin dans les violences. L'urgence, Ouais. dans l'immédiateté, dans l'urgence. Moi, je suis alors ça fait vieux con de dire ça, mais je suis un peu effaré de voir à quel point, et je parle parce que j'ai vu avec mes enfants, ils mettent une photo sur Instagram ou Facebook, s'il n'y a pas un truc dans les 20 secondes, on m'aime plus, quoi. Mais c'est terrible. C'est Clémenceau qui disait le meilleur moment, c'est dans l'escalier. Il a raison. Je crois qu'il faut redonner du désir, il faut savourer le désir, puisqu'après, c'est que ça. Après, c'est quelque chose, c'est une étape. Mais avant, tout est toujours possible. Et ces gamins redécouvrent ce temps. Et ce temps, c'est ce que Djamila va apprendre à Geoffroy, et c'est ce qu'il ne peut pas comprendre et va arriver à comprendre, c'est la poésie. Et je vais vous dire ce que c'est la poésie, parce que je n'ai toujours pas compris à mon âge ce que c'est la poésie. Et en fait, j'étais dans un salon du livre à Montréal il y a quelques années, il y avait un débat avec plusieurs auteurs, et parmi eux, il y avait un poète québécois. Il faisait des vers, vous savez, je ne peux pas dire ce qu'il faisait, bon, c'était très bien. Et à un moment, il parle de poésie, avec des mots évidemment très compliqués, des tricotages de mots, des points de croix de mots incroyables. Et quelqu'un dans la salle dit « Arrêtez, vous nous emmerdez avec la poésie, on ne comprend jamais rien ». C'est en quoi elle n'a pas tout à fait tort. Et il a répondu cette réponse absolument extraordinaire, il a dit « Mais c'est normal, ce n'est pas une question de comprendre ou pas, la poésie, ça se soupçonne ». Et j'ai trouvé cette réponse absolument prodigieuse, parce que tout d'un coup, ça remet la distance entre moi et l'imaginaire, entre moi et les mots, entre moi et le poème, entre moi et le texte, entre moi et le monde. C'est un soupçon. Personne n'aura la vérité, mais chacun a la vérité. Et Djamila, c'est ça qu'elle va apprendre, que sa certitude mathématique, symboliquement les certitudes de nous adultes, on sait ce qu'il faut faire, on sait ce qu'on doit faire, on sait que machin il est nul, que le président il est nul, que nous on serait mieux, ça c'est être très adulte. Eux ils découvrent la poésie, c'est-à-dire l'art de ce soupçon que ça peut être mieux, sans certitude, sans violence. Et pour moi c'est important. Et le titre du livre le résume, que malgré cette période absolument incroyable qu'on vit... C'est une très belle phrase d'Aragon. Et je crois qu'il y a quelque chose de beau qui peut arriver si on le veut. Alors, Djamila, on peut aussi peut-être dire un mot de ses frères, enfin de sa famille, puisque, comme je le disais, elle a perdu sa mère à la naissance. Elle a un père qui est un peu en retrait, un peu perdu, mais qui est quand même plein d'amour et de bienveillance pour elle. Mais surtout, elle a 2 frères qui, eux, disent quelque chose aussi de cette France morcelée dont je parlais en introduction. Cette France qui est victime, qui est fracturée en beaucoup d'endroits quand même. C'est compliqué parce que ça touche à des choses. Alors, ce n'est pas le sujet du livre, c'est en filigrane, mais ça touche un petit peu aussi à l'immigration, à la peur de ce qu'on appelle l'autre. Vous évoquiez tout à l'heure le début de la rencontre entre Louise et Pierre, merci. Ce jour terrible d'avril 2002 où la France a vu la tête de Le Pen arriver. Il était pour le 2e tour contre Chirac. Et ça a été un choc
pour tout le monde. Peu importe qu'on vote pour lui ou pas, mon débat n'est pas du tout là. Mais ce jour-là, je pense, et ça n'engage que moi, que les Français ont dit quelque chose d'extrêmement important, qui n'a pas été entendu, qui sera entendu 18 ans plus tard avec les Gilets jaunes. Mettez-vous à la place de ces gens qu'on a appelés après la Première Guerre, après la Deuxième Guerre, quand il a fallu reconstruire, qu'on a fait venir d'Afrique du Nord, à qui on a donné des papiers français, à qui on a dit « vous êtes français », et qui ne sont toujours pas français, dans les yeux des Français, je ne sais pas comment on dit, de moi par exemple. Imaginez maintenant la deuxième, la troisième, la quatrième génération. Imaginez que 20 ans après, la fille du Jean-Marie Le Pen est à son tour, et on sait que les discours politiques de cet extrême-là sont plutôt de préférence nationale, foutre les étrangers dehors. Mais Djamila, elle dit, moi je suis française. Mon père est français. Et les frères disent, oui, ils disent à leur papa, mais papa, on te tutoie. On ne te dit jamais, bonjour monsieur Zeroual, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? C'est quelque chose. Alors, ça fait 35 ans qu'il travaille à l'usine, près de Lille, dans le Nord, etc. Et cette non-reconnaissance, le fait qu'on parque les gens, les maladresses qui ont été dites, et je cite notamment la phrase du président Chirac quand il a dit en rigolant, parce qu'il avait bu une bière, l'odeur, le bruit et l'odeur, ce fameux discours qui a quand même galvanisé des choses, qui a quand même créé des fissures dans le cœur des gens. Eh bien, il est normal que des Français de 4e, 5e génération qu'on ne voit pas comme Français, disent, puisqu'on ne me voit pas comme Français, vous allez me voir autrement, et qui retourne à cette source qui fait le lit d'autres démons. Et les deux frères de Djamila, qui ont 18 et 20 ans, sont eux dans cette colère-là. Et se radicalisent, retournent vers l'islam là où ils sont accueillis à bras ouverts, où ils ont un pays, un ventre, croient-ils. Ils se radicalisent et essaient d'embrigader leur sœur là-dedans, de lui donner le djihad, etc. Elle ne veut pas. Elle dit, je suis française, je ne veux pas. Et elle dit, je ne comprends pas les hommes, pourquoi vous emprisonnez les femmes, parce que vous êtes mauvais. Donc on emprisonne les femmes pour les protéger des hommes. C'est un non-sens. Et elle est en guerre contre ça, cette gamine. Et elle ne veut pas, elle veut être une enfant comme les autres. Et le seul qui la voit comme quelqu'un de humain, sans couleur, c'est Geoffroy. Et Geoffroy, il dit, on devrait tous se métisser, comme ça il n'y aurait plus de race. Pour faire disparaître ces histoires de couleurs. Oui, on ne serait plus blanc-jaune, on serait des êtres humains. Et lui, il voit les gens comme des êtres humains. Donc il a cette pureté de l'enfance qu'on a perdue. Saint-Exupéry disait, un adulte, c'est souvent quelqu'un qui a oublié qu'il a été enfant, et c'est bien dommage. Et j'essaie de retrouver cette part d'enfance qu'on a, nous, avec ce livre, avec Geoffroy et Djamila, cette capacité, au fond, qu'on a de s'émerveiller. Et on s'émerveillait. Quand on était enfant, tout était possible. Je tendais le bras, je disais à mon petit copain, regarde, j'attrape la lune. Il disait, ah ouais. Et il voyait que j'attrapais la lune. On sait que c'est pas vrai. Mais pendant ces 5 secondes, c'était vrai. Et on a perdu ça. Si aujourd'hui je fais ça, vous allez me dire, t'es pas bien, ça va, arrête, rentre chez toi. Il faut qu'on retrouve cet émerveillement, cette poésie, ce soupçon. Il y a quelque chose que vous faites qui est très touchant aussi, c'est qu'il y a une absence de jugement sur vos personnages. C'est-à-dire que Pierre, vous ne l'édulcorez pas. On voit que parfois c'est vraiment un vrai salaud, mais vous n'êtes pas dans un jugement de l'autre, dans votre écriture et dans la façon dont vous dessinez vos personnages. Et ils ont toujours une possible rédemption ou une possible évolution positive. Ça, c'est quelque chose qui est précieux, mais qui est finalement assez rare en littérature, parce qu'il y a toujours une volonté de se positionner. Je ne suis pas complaisant, faillot avec mes personnages. Je les cogne quand il faut les cogner. Quand ils font un truc pas bien, je rentre dedans. Vous en faites absolument pas un saint. Non. Et je ne suis pas pour les gilets jaunes du tout, je les allume quand ils font des bêtises. Les politiciens, pareil, je veux dire, il n'y a pas de règlement de compte, ce n'est pas un livre politique, c'est un grand livre humaniste, je veux dire. Et Pierre, c'est un type qui souffre, et je le bouscule dans ses souffrances, je l'emmène loin, parce que j'aime bien le ramener. Moi, je suis comme Audiard, vous savez, Michel Audiard, il disait, j'aime bien les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière. Moi, j'aime bien les fêlés. J'aime bien les mecs cognés, les mecs bousculés, parce que je l'ai été, parce qu'on l'est tous, et que j'écris toujours sur eux, j'écris toujours parce que j'ai envie de me donner de l'espoir, parce que j'ai envie de donner de l'espoir autour de moi, mais pas un espoir bête. On peut se faire casser la gueule, c'est pas pour ça qu'on est quelqu'un de mauvais. Moi, je me suis cassé la gueule dans le boulot, c'est pas pour ça que j'étais quelqu'un de mauvais. Et on a en nous cette capacité de se
redresser. Et c'est vrai qu'il y a une complaisance au malheur, il y a une complaisance à se plaindre, comme je disais en introduction, à faire dépendre des autres notre bonheur. Ce droit au bonheur, on doit le reprendre. Il est à nous, on nous l'a pris, on l'a échangé aussi contre du confort. Il faut le reprendre maintenant. Il est temps de reprendre ça et de réorganiser nos vies, peut-être un jour la société, en tenant compte, en remettant l'homme au milieu. Je pense qu'on s'est oublié, mais encore une fois complaisamment, on a oublié la beauté de l'homme, de l'humain, de l'humanité. On vit chacun de nous environ, et je vous le souhaite tous et toutes, on va dire 80 ans. C'est super court. Il y a des voitures plus vieilles que ça. Il y a des arbres plus vieux que nous. C'est très très court, 80 ans. Et je me demande encore, alors qu'il m'en reste 20, si je respecte mes statistiques, qu'est-ce qu'on s'emmerde à s'engueuler pour des conneries, quoi. On n'a pas le temps. C'est super beau ce qui nous est donné de vivre, mais profitons-en, quoi. On peut faire tellement de bien, arrêtons de courir après des choses qui ne correspondent plus à qui nous sommes. On est devenus trop nombreux pour être égoïstes, quoi. Je crois, mais sincèrement. C'est vrai que vous parliez des arbres plus vieux que nous, mais les arbres ont un rôle très particulier. On a eu un extrait d'arbre. Ouais. Oui. Je ne sais pas quel extrait vous avez lu, mais ils ont un rôle très particulier. D'ailleurs, il y a ce moment où l'un de vos personnages dit, c'est Agop d'ailleurs, qui dit que les arbres peuvent nous élever ou nous enseigner plus qu'un père. Et j'ai l'impression que vous vous êtes intéressé à cette question des arbres et à ce qu'ils ont à nous apprendre sur sur la marche du monde et sur l'importance de la vie. Les arbres, c'est beau, c'est un des très beaux titres d'un livre de Malraux, là, chez Chênes qu'on abat. Les arbres, c'est nous, symboliquement, c'est les hommes de la forêt. Enfin, il y a quelque chose d'immense dans l'histoire des arbres. Et moi qui voyage pas mal en Amérique du Nord, il y a probablement là-bas les plus beaux arbres du monde qui racontent des histoires inouïes. En fait, les arbres sont liés à un personnage qu'on n'a pas évoqué, qui est Agop Etayan, mon vieil arménien, mon enfant de 70 ans, qui habite comme ça dans une forêt à la lisière d'un village. Et il est symbolique, c'est lui qui va initier les enfants aux arbres. Il apprend qu'on n'est pas le monde, que l'homme n'est pas le monde. C'est une petite merde, là. C'est un petit bout du tout. Et il faut se remettre à notre place, on est un bout de l'univers. Si l'homme disparaissait demain, la Terre continuerait très bien sans nous. Les arbres pousseraient. On a vu, je ne sais pas si vous avez vu Tchernobyl sur Netflix, quand on voit à la fin de l'émission comment la nature a repris à bouffer toute la centrale et tout, c'est prodigieux de se dire cette capacité qu'elle a de se régénérer, mais sans nous, quoi. Et donc, je crois qu'on est un bout de l'ensemble. Et le monde, les arbres, la forêt, j'aime pas dire la nature, parce que ça fait écolo, les écolos, quoi, ça me gave un peu. Mais la terre, les arbres, ils nous enseignent des choses formidables. Les saisons, le temps, la patience, ce temps qui nous manque, où on veut des smileys, des likes tout de suite. Et Agop Etayan, qui est ce vieux bonhomme qui va recueillir les enfants quand ils vont se sauver du monde violent des adultes, il vit un temps qui est le temps du monde et pas le temps de l'homme. Il a tout compris. Et il réussit. Et il a une vie extraordinaire. Et c'est un type qui s'est payé un génocide, qui s'est payé les Arméniens, vous savez, qui sont arrivés à Marseille, qu'on a fait bosser dans les savonneries, les huileries. Et il monte dans le nord comme ça, et avec tous ses chagrins, toutes ces décapitations de sa famille, c'était un génocide assez dégueulasse, pas comme tous les génocides. Il a compris ça, qu'il a une chance d'être un bout du monde, un bout de l'univers. Et parce qu'il est un bout de l'univers, il est l'univers. Mais on n'est pas l'univers au départ. Et un des arrogances qu'on a depuis, je crois, la révolution industrielle, c'est qu'on croit qu'on est capable de tout. Et c'est pas vrai. Vous citez à un moment sinon, donné... je vous fais rire après, parce que là, je sens que je vais plomber un peu le... Non, parce qu'on sait que en tout cas, justement, c'est l'une des questions que j'avais envie de vous poser, c'est que c'est, sans révéler la fin du livre, mais il y a quand même... comme vous le disiez, une mise à l'abri du monde par ces deux enfants, et comme une espèce de nouveau commencement presque utopique, ou en tout cas, on a l'impression de quelque chose de presque pas post-apocalyptique, mais voilà, d'une rupture et avec l'ordre établi et d'aller vers autre chose. Est-ce que vous avez confiance en cette jeunesse qui se bat face au désordre du monde? Je pense qu'on a une jeunesse géniale. Je pense qu'on a des gamins extraordinaires. Bon, malheureusement, ils se prennent un truc violent avec ce virus, parce que ça bloque, ça met des murs là où vous avez des immensités, ça met du doute, ça met
de l'impossibilité, ça fait peur. Moi, j'ai une fille de 25 ans, elle était prête à rentrer sur le marché du travail, elle ne trouve pas, c'est fini, tout est verrouillé, et je ne sais pas combien de temps ça va durer, donc il faut l'aider. Donc ça remet toutes les microéconomies humaines en jeu, mais ce n'est pas grave, je veux dire, on apprend d'autres choses, on peut en sortir bien de tout ça, je pense, mais il faut que c'est un choix individuel. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on est encore à attendre excusez-moi madame, la politique, ce n'est pas Véran, ce n'est pas Macron. Ils sont là pour des choses très bien, mais on leur a donné un pouvoir de régenter nos vies. On est dans un monde où on accepte que des gens dans des bureaux à Paris disent à nos mômes comment ils doivent s'habiller à l'école. On est en train de nous dire qu'est-ce qu'on doit manger. Ah, il y a un label rouge sur votre boîte de conserve, c'est dégueulasse, vous n'avez pas le droit. Mais arrêtons, quoi. Les gens ne sont pas bêtes, les gens ne sont pas méchants. Mais voilà, moi je crois qu'il faut reprendre des choses importantes en main, chacun de nous. Il faut que ceux qui gouvernent, et c'est normal qu'il y ait des gens qui gouvernent, s'occupent des choses pour le bien-être de l'ensemble. Moi je ne vais pas m'occuper d'une autoroute. Par contre, je peux m'occuper dans mon village, comme je l'ai fait quand j'habitais un petit village. Il y avait un chômeur, on lui a trouvé un boulot, on a pris chacun quelques heures et finalement on a réglé le problème. Le village en était 70. Mais c'est comme ça, je pense qu'il y a plein de choses individuelles faisables, géniales, humaines, faciles, valorisantes, incroyables, des gestes qu'on peut faire pour soi et pour le monde et qu'on ne fait pas, on attend. On nous a habitués à attendre que ça soit décidé quelque part. Et là, avec ce livre, je manifeste un désaccord sur certaines choses. Je pense qu'on doit reprendre en main notre droit à être heureux. C'est tout, c'est à nous de le faire. Et être heureux, ça ne veut pas dire casser la gueule, ça ne veut pas dire avoir une Ferrari jaune. Hein. Je l'avais écrit dans la liste de mes envies. Le bonheur, ce n'est pas ça. Le bonheur, c'est Saint-Augustin qui disait « Le bonheur, c'est continuer à aimer ce qu'on possède. » Et quand on regarde ce qu'on a, c'est pas mal. Hein. Je vous jure que c'est pas mal. Et voilà, il faut remettre les choses en place. Et cette perspective poético-romanesque à la fin du livre, oui, c'est un nouveau peuple. C'est Adam et Ève symboliquement. C'est la possibilité qu'on a de recommencer nos vies à tout moment. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'envie, une question de nécessité. C'est avoir vécu et quand la fin arrive, se dire, enfin moi c'est mon rêve le plus cher, se dire ouais, c'était chouette. C'était chouette. On ne peut pas passer notre vie à gueuler, ça fatigue. Il le dit, un personnage dans les Gilets jaunes, il engueule ses copains, il a dit mais arrêtez, là, vous au con, vous mettez de l'huile. C'est pas comme ça qu'on règle les problèmes, c'est pas en criant plus fort. Et il a raison. Et petit à petit, il se repart. Moi, ce que j'avais trouvé beau par rapport aux Gilets jaunes d'ailleurs, au départ, parce que c'est vraiment les scènes d'origine du mouvement provincial. Donc je situe dans le nord de la France parce que je suis de là-bas et ça me permet de leur dire bonjour à travers mes livres. Ce qu'il y avait de beau dans ce mouvement, c'est que ce n'est pas un mouvement, justement. C'est une personne, plus une personne, plus une personne. Il y avait autant de revendications que de personnes. Aucun mouvement politique, Mélenchon ou je ne sais pas qui, a pu récupérer parce que c'est de l'eau, ce mouvement. C'est des gens qui ont dit hey, on est là, les mecs, hey, vous nous oubliez un peu. Et le fait qu'ils soient mis en gilet jaune, je trouve ça très beau. Outre que c'était facile, c'était dans la bagnole. Mais vous savez, j'ai essayé de comparer en écrivant le livre, j'ai cherché, ça me rappelait quoi le gilet jaune des voitures, c'est les lucioles la nuit. Et les lucioles, elles brillent pour une raison très simple, c'est pour être retrouvées par leur partenaire sexuel. Alors je ne dis pas qu'ils faisaient partout sur les ronds-points, hein, mais ce que je veux dire, ce que j'aime bien, c'est qu'ils brillaient pour être retrouvés par les leurs. Et ces gilets jaunes, ce que je trouvais joli, c'est qu'ils avaient mis des gilets pour que ceux qui souffrent voient « Ah, il y en a un là-bas comme moi », et d'aller le voir, et parler de leur malheur. Et sur les ronds-points, moi, pour y être allé, ils ne voulaient pas casser la gueule à personne. Ils faisaient des fêtes, il y avait une notion de kermesse, ils racontaient leur malheur à des gens qui avaient les mêmes, ils étaient entendus. Et tout d'un coup, ils étaient plus seuls. Et c'est que ça au départ. Après, ça a très vite dégénéré, ils sont montés à Paris, il y a eu les Black Blocs, vous connaissez, et puis je pense une panique légitime des autorités qui a eu très très peur et qui a mis en place une répression comme on n'avait pas vu depuis très longtemps. Mais ça c'est autre chose, c'est pas le sujet du livre. Mais c'est... au départ, c'est ça, il y a quelque chose de très beau, de très humaniste, dans ces centaines de milliers de gens au début, en novembre 2018, qui voulaient changer leur vie à eux, pas le monde. Et qui demandaient qu'on laisse la ligne de bus pour pouvoir aller bosser. Ils ne demandaient pas des milliards, ils demandaient juste d'être considérés. Et quand vous pensez que dans un pays comme le nôtre, qui a changé le monde quand même, avec la Révolution française, avec les droits de l'homme, qui c'est pas rien la France quand même, où il y a aujourd'hui une majorité de gens qui sentent qu'ils sont plus vus, qui sont plus aimés,
je trouve que c'est incroyable ce qu'on se fait à nous-mêmes comme violence, quoi. Et je pense qu'il est temps de regarder l'autre. J'avais écrit mon père, pareil, par rapport aux enfants, c'est pareil. Je trouve qu'on ne fait pas assez attention aux enfants. Et on a une richesse humaine, historique, économique, il faut arrêter, pour faire des choses formidables. Et on doit le faire. Chacun, moi, à mon niveau, je fais ce qu'il faut, chacun doit faire. Je pense qu'il faut effectivement faire cette chose que vous faites et les romans servent à ça. qui est très rare aussi, c'est de militer pour une poétique en lieu d'une politique, peut-être. Non, je milite ou pas. Ou du moins réinviter la poésie dans la politique. Oui, voilà, exactement. Moi, je milite pas. Je suis rien du tout. Je suis juste un quelque père. part, en écrivant un livre comme ça, c'est un amour de mon pays. Il y a une forme d'engagement, en tout cas. Oui, c'est un livre que j'ai écrit loin de la France, donc j'avais envie aussi d'aimer, de dire à Spi, à la France, qu'elle est belle, qu'elle souffre, mais que c'est pas si compliqué, et de dire à tous ceux qui souffrent, hey, prenez-vous aussi en main, on peut avancer, on peut voilà. Et moi, je milite pour la poésie, je milite pour qu'on remette du merveilleux dans nos vies, qu'on remette de la tendresse, qu'on remette de la générosité, qu'on remette des choses qui nous lient et qui font que la vie, elle est super belle, quoi. Non, là, on parle, voilà, voilà. Donc un engagement poétique. Ouais, je pense qu'il faut remettre de la beauté dans nos vies qui ne durent pas, qui sont pas longues et qui n'ont aucune raison de ne pas être belles, quoi. C'est-à-dire, prenez un avion, enfin si on peut, aller à 2 heures d'ici, vous allez voir ce que c'est la laideur, quoi. On a une chance inouïe quand même d'être ici, là, maintenant. Et je trouve qu'on a chacun un devoir de foutre de l'amour dans ce qu'on fait, dans l'autre, voilà. Alors ça ne règle pas les problèmes de chômage, je sais tout ça, je suis passé par là, je sais que c'est dur, mais ça n'empêche pas. Et moi, j'ai fait ce livre et j'ai mis ce vers d'Aragon en titre qui vient, vous l'évoquiez, d'un poème d'Aragon dans les années 50, je crois, 50-58, dans Le Fou d'Elsa. C'est un poème qui s'appelle Un jour, un jour. Et Aragon raconte l'assassinat de Lorca en 1937 par les franquistes. Et à travers son poème, il s'effraie de la montée de la noirceur sur l'Europe, des extrêmes, de la violence qui va donner, on le sait, le franquisme, le nazisme, Mussolini, les camps, etc. Et malgré cette horreur qui s'annonce, qui va dévaster l'Europe, il continue à croire qu'un jour viendra, couleur d'orange. Et je crois qu'il a raison. Et je crois que les poètes ont raison. Il faut les écouter. Il faut les remettre au cœur de nos villages, au cœur de nos vies. Il faut relire de la poésie. Il faut remettre cette capacité qu'on a de changer le monde. Mais le monde, il n'est pas loin. Le vrai monde, il est au bout de nos bras. Et il faut lire Un jour viendra, couleur d'orange, pour commencer. Oui, je vous remercie beaucoup, Grégoire Delacour, pour ces partages. C'était très émouvant de vous écouter, après vous avoir lu. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et merci beaucoup à la médiathèque pour l'accueil qui nous a été réservé ce soir. Merci.